Alors nous allons débuter avec cette première plénière qui a pour thème l'agriculture, un levier de développement économique pour la Guinée maritime. J'ai encore une fois le plaisir de modérer ce panel avec ces différents experts ici. Je vais commencer par présenter M. Mohamed Kaloko. Il est le directeur général adjoint de l'Agence guinéenne pour la promotion des exportations, un expert au niveau du ministère du Commerce. Nous avons également M. Gerrit Bosman, qui représente Enabel, mais il est le coordonnateur du projet DACMA. DACMA, c'est bien ça? Oui. Et Programme Manager Entrepreneuriat. Merci d'être ici. Nous avons M. Abdourahmane Diallo, que beaucoup connaissent pour les nombreuses activités qu'il mène. Il est aussi président du comité de gestion de la coopérative pour l'agriculture et la production animale. C'est bien cela, M. Diallo. Nous avons M. Famo Tunkara. Oui, c'est ça. Très enchanté. On a eu l'occasion de se parler au téléphone. Merci. Vous êtes le responsable logistique pour l'entreprise, la compagnie Fruits Tropicaux. Oui, c'est bien. Donc vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Comme on dit en anglais, last but not least, en dernier mais pas la moindre, Madame Mariama Siré-Silla, qui est programme manager au niveau de la SFI, la Société financière internationale. Donc encore une fois, merci à ces experts d'être ici sur ce panel, cette plénière qui a pour thème agriculture, un levier de développement économique pour la Guinée maritime. Nous sommes à Kindia, nous sommes dans la cité des agrumes, nous sommes, pour reprendre les mots du DG de la PIP, le jardin de la Guinée. On parle de mangue, ananas, avocats, de bananes, de toutes ces choses. Mais comment activer le potentiel de cette région, de la Guinée elle-même, de manière stable et efficace, afin de créer des opportunités économiques, afin de créer de réelles opportunités. L'agriculture, un autre sujet qui est tellement à la mode. Mais comment créer des opportunités réelles, des opportunités économiques et générer des revenus qui vont être des revenus durables afin que les opérateurs agricoles de la région puissent travailler, puissent profiter de ce qui se fait dans la région. Et comment dégager des recettes d'exportation importantes et ouvrir la voie à des investissements destinés à créer une forte valeur ajoutée, notamment par le biais de la transformation et de l'accroissement des volumes de production. Donc, j'aimerais, nous avons M. Kaloko, je m'excuse, Kaloko, M. Mohamed Kaloko. J'aimerais déjà que vous puissiez nous présenter ce que l'AGIPEX fait. Qu'est-ce que c'est? Là, on l'a entendu, M. le chef de cabinet en a parlé, au niveau du ministère du Commerce. Mais qu'est-ce que vous faites exactement, pour ceux qui ne savent pas? Car une petite souris face à un python, un gros python. Mais fort heureusement que j'ai en face de moi des visages que je connais, qui me sont familiers. Donc l'exercice sera un peu facile. L'Agence guinéenne de promotion des exportations est un fruit, ou bien c'est un acquis de pérennisation du PCPA, qui a été financé par la Banque mondiale et qui s'est transformé après à travers une décision du gouvernement qu'on a transformé en centre d'appui aux filières d'exportation. Donc, pendant toutes ces années, avec l'arrivée du ministre Boubacar Bari à la tête du département du commerce, qui a fait une radiologie de tous les départements techniques qu'il a en son sein, en fait au sein du ministère du commerce, et qui a constaté que l'AGIPEX, ou bien le CAFEX à l'époque, était confronté à des problèmes structurels et institutionnels. Donc pour parer à ceci, le gouvernement a mis en place, en avril passé, a remplacé le CAFEX par l'Agence guinéenne de promotion des exportations, qui a pour mission principale de favoriser et d'assurer la valorisation et la promotion de façon continue des produits, des biens et services destinés à l'exportation. Donc, dans ce cadre, l'AGIPEX fournit des informations sur les opportunités de commercialisation aux PME sur les marchés, sur le plan régional, sous-régional
et internationale. Elle encadre et forme les PME qui veulent exporter sous les techniques du commerce international en collaboration directe avec, je passe sous le contrôle de la conseillère, en collaboration directe avec le service technique du commerce, du ministère du Commerce, le commerce intérieur, le commerce extérieur est chargé de la compétitivité. Donc, il y a une batterie de prestations que l'Agipex offre aux PME en termes d'accompagnement dans les manifestations commerciales, en termes d'accès au marché, parce que nous utilisons des outils que l'ITC et l'Organisation mondiale du commerce ont développés qui nous permettent d'étudier l'accès au marché pour les PME, de faire des études de comparaison qui vont permettre à une PME de connaître l'avantage comparatif qu'il a vis-à-vis d'un marché A par rapport à un marché B. Donc, en gros, l'Agipex, pendant tout ce temps, depuis qu'elle a été mise en place, a essayé, pour ne pas naviguer à vue, de mettre en place ou bien d'élaborer le plan stratégique et puis qui a accosté à la stratégie nationale des exportations, qui aussi a accosté au PNDS, qui est l'orientation pour tous les projets de développement concernant la Guinée. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Test. On va y arriver, je vous promets. Allô? J'avais une autre question pour monsieur Kaloko. Est-ce qu'on m'entend? Je vais parler fort. Alors, monsieur Kaloko, on a quand même deux entrepreneurs, deux entreprises qui sont ici, qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité du terrain. J'ai une question pour vous. Alors, qu'est-ce que l'Agipex met à la disposition des PMI, PME guinéennes pour améliorer la compétitivité de celle-ci sur les marchés régionaux, pour commencer, intra-africains ou même internationaux? Donc, qui dit accès au marché, comme je l'ai entendu hier pendant le salon l'atelier qui a été organisé sur la relance de la filière ananas, et des intervenants l'ont dit ici aussi, qui dit accès au marché dit automatiquement amélioration qu'il faut respecter les normes. Pour respecter les normes, l'Agipex a essayé de développer en partenariat avec les IAC, je veux dire les institutions d'appui au commerce, l'ONCQ, le financement de contrôle de qualité, la PIP, l'IGNM, le BSD du ministère de l'Agriculture. Tous ces IAC avec l'Agipex essayent de travailler pour renforcer les capacités de tous les maillons des différentes chaînes d'exportation. Donc l'Agipex, dans ce sens, essaye. Nous avons tout dernièrement accompagné même les femmes qui font du textile à la FIMO de Ouaga, et aussi à une rencontre, à une manifestation commerciale à Freetown, qui, lors de ces manifestations, nous les accompagnons en renforçant leur capacité à comment rentrer en relation d'affaires avec les investisseurs qui veulent, disons, avoir comme on dit, en business d'affaires avec eux, où nous essayons, en fonction du produit qu'ils ont et avec les outils de l'ITC, de voir le produit, dans quel pays ce produit il est plus avantageux de l'exporter, parce que ces outils nous donnent les informations clés sur les normes, sur toutes les exigences que le marché la demande, sur les barrières tarifaires et non tarifaires. Donc ce sont ces avantages qu'on met à la disposition de... Je reviendrai vers vous, M. Kaloko. M. Gerrit Bosman, vous êtes programme manager entrepreneuriat et label. Pourriez-vous nous présenter la stratégie d'intervention des labels
en la matière et l'impact qui est attendu à moyen, à long terme, en quelques mots, pour les opérateurs agricoles dans la région de la Guinée-Maritime. Oui, je veux bien. Peut-être un peu le contexte des Enabel en Guinée. On a commencé assez récemment en Guinée, c'est-à-dire en 2016, avec un programme de démarrage, dont un projet dans le secteur agricole qui s'appelle DACMA, qui est en train de se finaliser. Donc, en principe, on est dans le secteur agricole en tant qu'Enabel depuis 2016. En 2018, on a formulé un grand portefeuille avec plusieurs interventions, dont le programme Entrepreneur. Le programme Entrepreneur a 3 volets: un volet entrepreneuriat urbain, un volet entrepreneuriat féminin et un volet entrepreneuriat agricole. Alors, pour Kenya et pour notre intervention dans des filières agricoles, c'est le volet entrepreneur agricole qui est clé. Mais c'est important de dire qu'on essaye de travailler en synergie avec les autres volets, donc urbains. Pour donner un exemple, le volet urbain, par exemple, a choisi un cluster d'entreprises qu'on a appelé hospitalité et tourisme. Et là, on va essayer de voir comment les producteurs de produits agricoles, notamment ananas et mangue, peuvent fournir des produits de qualité pour les hôtels. Donc, c'est juste pour souligner l'importance qu'il y a 3 volets qui sont étroitement liés. Maintenant, comment on pense travailler en tant qu'entrepreneuriat agricole ici à Kenya? Quand on a formulé en 2018, partie de la formulation, c'était de faire une analyse des chaînes de valeur. Des consignes de notre ministère de coopération en Belgique étaient qu'il ne faut pas dépasser 2 filières, un montant de 11 millions pour filière pour le secteur agricole. C'est pas grand, c'est pas énorme, il faut cibler. Donc on a fait une analyse SWOT et on a regardé un peu quelles filières peuvent être intéressantes en termes de potentialité du marché, compétitivité, dynamisme, niveau d'organisation. Et on a choisi 3 filières. On devrait seulement choisir 2 filières, mais finalement on a choisi 3. 2 ici qui sont importants pour la région de Kenya. C'est la filière ananas et mangue. Pourquoi on a choisi mangue? Parce qu'on a regardé transformation, et si on transforme ananas, on va mieux rentabiliser les unités de transformation si on peut en même temps aussi transformer des mangues. Donc on a pensé que ce choix a été accepté par notre ministère. Maintenant, quelle est notre manière de travailler? On travaille sur une approche chaîne de valeur. Donc, on a analysé à travers plusieurs ateliers, à travers les acteurs clés comme la FEPAF, mais pas exclusivement, les contraintes qui se posent pour les filières ananas et mangue. Et on a donc un certain nombre d'activités qu'on veut mettre en œuvre. Par exemple, on va faire avec la FEPAF un site pilote à Daboya d'irrigation de production d'ananas. Et on veut essayer que ce site pilote permette à montrer aux entrepreneurs, jeunes agripreneurs, comment produire l'ananas pour un marché plus exigeant, à terme un marché d'export. Voilà. Ouais. Voilà. Quelles sont les orientations que vous privilégiez? Bon, il faut vraiment vous aider avec les micros. Voilà. Donc, en principe, un entrepreneur, femme ou homme, il y a un certain nombre de contraintes
qui sont identiques. Hein, mais il y a un certain nombre de problèmes spécifiques et c'est surtout l'entrepreneuriat féminin qui va s'en occuper. C'est un aspect important, c'est que pour devenir une entrepreneuse, il faut aussi que l'environnement socio-économique, l'environnement culturel te permette de voyager. Donc on va travailler sur ces aspects qui sont assez spécifiques. On va aussi travailler en termes de financement sur des outils spécifiques, financement entrepreneuse agricole. Voilà. Donc en principe, on ne voulait pas faire... on essaye d'intégrer aussi bien les entrepreneurs hommes et les femmes, mais l'entrepreneuriat féminin va spécifiquement s'occuper des obstacles liés au genre dans les filières. Je vous remercie, M. Bosman. Alors, M. Abdourahmane Diallo, on a dit, vous êtes le président du comité coopératif pour l'agriculture et la production animale. En 2017, avec 15 associés coopérateurs, vous décidez de lancer ici à Kindia une coopérative pour développer des modèles d'exploitation agricole rentables et pérennes que vous souhaitez d'ailleurs reproduire dans différentes régions du pays, en temps et lieu, j'imagine. Oui. Quelles sont les spécificités du modèle économique que vous proposez, M. Diallo? Alors, allô? Je pense que ça fonctionne. La coopérative, l'idée de la coopérative est partie en fait d'un premier constat. L'idée de la coopérative est partie d'abord d'un premier constat que j'avais fait. Dans la région de Kindia, ici, mes parents ont acquis en 1984 un domaine agricole, mais qu'ils n'ont pas su développer pour beaucoup de contingences et tout ça. Mais c'était un domaine où on passait les week-ends et certaines vacances. Donc, moi, principalement, je me suis confronté à un problème de financement et j'ai lu beaucoup de littérature autour de tout ce qui était coopérative agricole. Sauf que dans les autres pays, les coopératives agricoles, ce sont des agriculteurs qui mettent des capitaux dans les coopératives et ils les utilisent ensemble pour acheter des services et autres. Mais le problème, c'est que chez nous, la plupart des agriculteurs n'ont pas suffisamment de capital qu'ils peuvent confier à une coopérative. Puisque, il faut se le dire, les choses, ils vivent pratiquement au jour le jour. Donc je me suis dit, au lieu de faire juste une coopérative d'agriculteurs, essayons de faire une coopérative où on intéresserait des jeunes de Conakry qui ont envie d'investir dans l'agriculture mais qui n'ont pas le temps de le faire, qui n'ont pas de temps à consacrer à l'agriculture, et utilisons leurs capitaux pour développer des petites exploitations tout autour. Donc, en même temps, c'est d'abord égoïste, mais je résolvais mon problème, mais la réflexion allait plus loin pour dire, ok, si je peux le faire pour l'exploitation qui appartient à ma famille, peut-être qu'on peut développer le même modèle sur d'autres exploitations. Donc, on est allé sur cette réflexion-là. Et on a mobilisé des jeunes de Conakry qui sont dans la classe moyenne et qui ont mis à disposition de la coopérative un capital. Et c'était le premier capital de départ qui nous a permis d'amorcer les activités qu'on a engagées. Aujourd'hui, on est à trois tours de table qui nous ont permis, c'est vraiment modeste, mais ça m'a prouvé en fait que ça fonctionne. C'était en fait un test pour voir est-ce que réellement les gens sont prêts à sortir leur épargne d'un compte bancaire qui n'est pas productif et à le confier avec tous les risques qui vont avec à une coopérative qui peut développer justement les activités agricoles. Parce que l'agriculture, quoi qu'on en dise, ça demande énormément de capitaux. On a une classe moyenne africaine qui se développe et le constat est que quand une classe moyenne se développe, elle a des revenus et les revenus ne permettent pas seulement d'acquérir des biens de consommation. C'est aussi, les gens ont envie de consommer des biens financiers.
ils ont envie de produits financiers. Je parie que tous les personnes qui sont dans cette salle-là, qui ont un niveau de salaire assez conséquent, ont envie d'utiliser une partie de leur épargne pour le mettre quelque part, pour investir dans quelque chose. Ils n'ont pas forcément le temps d'être des entrepreneurs parce que ça demande beaucoup de temps, mais ils ont envie que leur épargne serve à quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a des capitaux qui sont disponibles. Moi, quand on me dit on va aller chercher des fonds à l'extérieur pour les ramener ici, je dis, attendez, il y a une erreur. Les fonds sont disponibles, il faut juste créer le cadre institutionnel pour permettre justement à ces fonds, à l'argent des Africains, de financer le développement de l'Afrique. Voilà un petit peu le modèle qu'on est en train de développer. Voilà la philosophie qu'on est en train de développer à CAPA. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les gens de faire cela? Comment est-ce que vous allez vers les gens? Vous essayez, vous réfléchissez, vous jouez avec les pieds? Banalement, la première levée de fonds, c'est essentiellement passé sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'avais déjà commencé à faire quelques activités agricoles et les gens ont vu ce que ça donnait. Et après, j'ai eu des contacts. Aujourd'hui, je peux le dire, et je suis fier de le dire, on a des personnes qui sont de la coopérative que je n'ai jamais rencontrées, qui ont placé leur confiance en la coopérative. Mais c'est parce qu'aussi derrière, on a créé tout un outil qui permet d'avoir de la transparence. Parce que les gens n'ont pas peur de prendre le risque de perdre leur épargne. Ce dont ils ont peur, c'est de perdre leur épargne sans justification. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qui justifie qu'ils aient investi dans une société, que ce soit une société, une entreprise, mais ils veulent avoir de la transparence. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a fait de leur argent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met les outils de reporting en place. On leur dit, voilà ce à quoi sert votre argent. Il y a une certaine redevabilité. Donc, s'il y a des entrepreneurs, il y a de l'argent disponible. Si vous construisez les outils de la confiance, les gens placeront de l'argent en vous parce que vous leur montrez que vous faites quelque chose de leur argent. Alors, ça va paraître un peu plus simple parce que j'ai un ami qui me dit, mais toi, tu le dis facilement parce que les gens te connaissent. Les gens mais tu le dis assez simplement, mais parce que les gens te connaissent, c'est pourquoi c'est plus facile pour toi. Je dis, les gens me connaissent parce qu'autour, il y a quelque chose qui a été construit. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur, il y a une chose que vous ne devez pas du tout perdre. Il y a une chose qui est difficile à construire, c'est la confiance. Une fois que vous l'avez construit, le premier capital de l'entrepreneur, qui est à la recherche de capitaux, c'est la confiance que vous construisez. Donc, si vous réussissez à maintenir cette confiance-là, et si vous produisez des résultats, parce qu'au-delà de la confiance, c'est qui garantit, le soubassement de la confiance, c'est aussi les résultats que vous produisez. Si vous réussissez à produire des résultats, il n'y a pas de raison que les gens prennent leur argent et le mettent dans votre entreprise. Alors, ce que vous produisez, est-ce que après ça va vers la LIPEX? Vous allez vers la LIPEX ou rien à voir? Alors, pas encore. Pas encore. Monsieur Kaloko. Pourquoi? Parce que je pense que je ne fais que supposer que c'est un jeune entrepreneur que je connais, que j'apprécie beaucoup. Nous discutons beaucoup sur le modèle d'économie qu'il a mis en place. Mais la COPA n'est pas encore arrivée à ce point. À ce point-là, exactement. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas... Oui. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est une jeune coopérative. On est à la 2e année. On est en train de traverser notre troisième année. Et il y a encore des freins, des obstacles qu'on doit lever. Il y a beaucoup plus de capacité à lever des fonds. Mais comme je le dis, il y a un cadre organisationnel à mettre en place. Et si on parvient à le faire, et on se bat, les équipes qui travaillent avec moi se battent justement pour parvenir à mettre en place ce cadre organisationnel-là, on peut encore lever beaucoup plus de capitaux qui nous permettent d'aller beaucoup plus rapidement. Mais comme je voudrais saisir en fait l'occasion de ce SADEN-là. Il y a un obstacle face auquel on est confronté, pardon. C'est l'obstacle du foncier. C'est-à-dire, j'en discutais tout de suite avec M. Kaloko. On est en train de réfléchir sur beaucoup de modèles. On va trouver de l'argent, des financements. Mais la première garantie en matière d'agriculture, c'est la garantie foncière. Parce que quand vous investissez dans l'agriculture, vous investissez dans des aménagements, vous investissez dans des infrastructures. Et si votre
Et si le foncier n'est pas garanti, vous n'allez pas arracher ces infrastructures-là et partir avec. Ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? Comment est-ce qu'on garantit le foncier aux jeunes entrepreneurs? Pendant la préparation de ce SADEN-là, quand on m'a appelé, on me dit qu'est-ce que vous direz à des jeunes qui veulent investir dans le domaine agricole? Je leur dirais, attendez que la réforme agraire soit faite. Parce que vous ne pouvez pas prendre les maigres ressources que vous avez et vous les investir dans un foncier où tous les jours, vous gérez des problèmes domaniaux, vous gérez des problèmes de voisinage, de voisins qui vous embêtent, qui troublent le développement de vos activités. Donc, si on ne règle pas le foncier, ce n'est pas la peine d'aller chercher des millions de dollars et venir investir parce qu'ils ne serviront à rien. Et le PACV est là. Ils ont investi dans des infrastructures pour des coopératives, pour des groupements et autres, et ils se sont retrouvés face à des problèmes de foncier parce que le propriétaire, en fait, avait passé et la terre n'appartenait pas. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça. Donc, la priorité d'abord, faites la réforme agraire, faites en sorte que les gens aient accès au foncier pour pouvoir cultiver. Alors, parce que le SADEN, c'est aussi parler des vrais problèmes. Je pense que ce que M. Diallo vient de soulever vaut quand même une belle main d'applaudissement parce qu'il faut beaucoup de courage pour dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes ici pour trouver des solutions ensemble, avoir des recommandations vraies et fortes. Donc, merci M. Diallo. Je vais revenir vers vous. La raison pour laquelle j'ai demandé tout à l'heure si vous alliez vers la GIPEX, c'est que parfois, on sait que des outils sont là. Mais on ne sait pas forcément si c'est des outils qui s'appliquent à nous. Est-ce qu'on y a accès? Comment est-ce qu'on fait? Il faut être à quel niveau en tant que PMI, PME pour avoir accès à ce genre de choses? Donc merci d'avoir noté, souligné que vous êtes ici depuis 2 ans, que vous n'êtes peut-être pas encore à ce niveau-là. Allez-y, monsieur. Oui. Apparemment, ça ne fonctionne pas? Non. Micro fonctionne. Juste pour dire que moi je suis très content de vous voir ici. Venez nous voir parce que vous êtes une coopérative. On ne vous connaît pas. On travaille surtout avec la FEPAF. Et la FEPAF avait le même problème. Hein. Il y a 2 ans, on a commencé à discuter. On a dit que s'il n'y a pas de sécurité foncière, c'est difficile qu'on vous aide à investir. Hein. On ne veut pas perdre des millions et ensuite mettre des millions quelque part. Ensuite, c'est pas sûr que vous allez en profiter. Donc, je pense que vous pouvez vous renseigner auprès du président de FEPAF comment ça a été fait. Hein. Voilà. Venez nous voir. D'accord. C'est noté? Oui. Merci bien. Monsieur Famo Tunkara, vous êtes responsable logistique chez Fruits Tropicaux. Nous l'avons vu dans les différents médias récemment que l'opérateur économique Mauritaniais vient de créer sa 3e unité industrielle en Guinée, à savoir une usine de transformation dénommée Tropicaux. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Et alors, lorsqu'on parle d'installation d'une nouvelle usine dans la région, moi je pense à, création d'emplois. Évidemment. Je pense bien entendu au Made in Guinée. On va consommer guinéen, consommer local, mais je pense aussi à la création d'emplois. Oui. Est-ce que, M. Tunkara, vous pouvez nous parler un peu plus des ambitions économiques visées à travers cette entreprise et leur impact sur l'emploi dans la région de Kindia? Bien sûr. Merci, je vous remercie. Et j'aimerais profiter de cette occasion, avant de commencer à répondre à votre question, remercier l'ensemble du gouvernement, les partenaires techniques au développement, les organisateurs et les co-organisateurs de ce salon, qui est un espace de création, un espace de partage, mais aussi un espace de transformation qui s'étend aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire en général, mais en particulier sur la zone spéciale de Kindia. Permettez-moi de présenter Fruits Tropicaux. Fruits Tropicaux est une usine de transformation de produits agricoles, notamment des fruits tropicaux tels que la banane, les mangues et puis les noix de cajou. Nous sommes spécialisés dans la production, la transformation, d'où le séchage, mais aussi la commercialisation de ces fruits tropicaux. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes installés ici même à Kindia, à Koliagbe, dans la sous-préfecture de Frigabé, sur une superficie de 5 hectares. Alors, le choix porté sur Kindia n'a pas été un fait du hasard. Cela résulte, n'est-ce pas, d'études structurées
d'ailleurs que je vais vous étaler. Vous n'êtes pas sans savoir, je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que Kindia est une zone fruitière par excellence, de par son climat, de par la superficie, n'est-ce pas, de ces terres cultivables, de par la diversité, n'est-ce pas, de ces variétés de fruits, de par la qualité, de par le goût, mais aussi de par la valeur nutritionnelle de ces produits, notamment de ces fruits. Est-ce que tous les fruits que vous transformez, vous allez commencer à transformer, viennent de Kindia? Bien sûr, dans un premier temps, tous les fruits que nous allons transformer proviendront de la zone spéciale de Kindia, notamment les ananas, sur sa qualité baronne, et les mangues, la Kent et puis la Kate. Et donc, vu que Kindia est une zone par excellence, une zone fruitière par excellence, le choix a été porté sur cette zone spéciale. Mais le paradoxe est que malgré le potentiel que Kindia a en termes de zone fruitière, la majeure partie de ces fruits tombent et pourrissent, faute de cueillette et de transformation. Et donc, du coup, c'est suite à toutes ces études que nous avons jugé nécessaire de trouver une solution à ce problème. Alors, la solution envisagée a été l'implantation d'une unité de transformation industrielle de produits agricoles périssables, d'où la naissance de fruits tropicaux. D'ailleurs, l'inauguration a été faite pas plus tard qu'au 25 janvier dernier, dont nous avons eu l'honneur, n'est-ce pas, d'accueillir Monsieur le Président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Et donc, aujourd'hui, fruits tropicaux est une opportunité dans le cadre, n'est-ce pas, de la transformation économique et sociale du pays. Une opportunité qui s'étend sur plusieurs volets. Nous aurons des opportunités d'emploi. Donc, du coup, il y aura une ouverture, une forte ouverture, n'est-ce pas, des fenêtres d'opportunités d'emploi. Nous aurons, oui, dans les prochains mois, bien sûr. Nous aurons évidemment une augmentation et une amélioration de la production fruitière. Nous aurons aussi une réduction drastique, n'est-ce pas, des pertes post-récolte. Nous aurons donc, à travers l'augmentation de la production, il y aura une forte génération, n'est-ce pas, des revenus considérables et durables concernant, n'est-ce pas, les producteurs agricoles de la région. Et nous aurons aussi une forte réglementation, n'est-ce pas, du secteur agricole. Et enfin, un accroissement total dans le cadre, n'est-ce pas, des recettes liées à l'exportation. Et donc, dans le cadre de la création d'emplois, nous envisageons créer 500 emplois directs et 1000 emplois indirects à travers des coopératives. Et avec une capacité de production, une capacité de transformation journalière de 10 tonnes de fruits frais par jour, cela implique fortement un engouement total dans le secteur de la production. Et donc, une amélioration, parce que là, nous aurons des exigences auxquelles nous devrons nous conformer par rapport au marché international, parce que nos produits seront destinés à l'international, notamment aux États-Unis et à l'Europe. Donc, du coup, nous serons fortement obligés à nous plier aux exigences, n'est-ce pas, de ce marché international. Du coup, les partenaires avec lesquels nous allons travailler, notamment les producteurs, seront obligés, eux aussi, à leur tour, de se conformer à ces exigences, parce que nous allons mettre à leur disposition des fiches techniques auxquelles ils devront se conformer pour qu'ils puissent être facilement accueillis, n'est-ce pas, par nos services. Nous avons déjà procédé au recensement de pas mal d'acteurs, n'est-ce pas, qui évoluent dans le secteur agricole, notamment du secteur fruitier de la zone spéciale de Kindia. Nous sommes en train de les enregistrer afin que le travail puisse être fait de façon très très spéciale et très structurée. Et donc, je pense que, au vu de toutes ces opportunités, Fruits Tropicaux est aujourd'hui une chance pour la Guinée afin de faire de l'agriculture un levier, n'est-ce pas, du point de vue de développement économique et social de la Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tunkara. Mariama Siré Diallo Silla, Programme Manager à la Société Financière Internationale. On parle d'importantes ressources agricoles. Et il est nécessaire, bien entendu, s'il faut parler d'investissement et d'encourager les gens à investir dans l'agriculture, de créer un climat propice à la promotion de l'investissement.
Ces dernières années, le gouvernement a commencé à entamer une série de réformes afin d'encourager ces choses. Mais dans le cadre du mandat de la SFI en Guinée, vous soutenez le gouvernement. La SFI soutient le gouvernement guinéen dans l'amélioration du climat des affaires à travers des interventions destinées notamment à la levée de toutes ces barrières de l'investissement. Pouvez-vous nous dire en quoi ces interventions consistent de façon précise et quel sera leur impact à court, à moyen et long terme pour les opérateurs du secteur agroalimentaire dans la région? Merci Madame Sako. Attendez. Donc en effet, la Guinée est un pays doté de potentialités énormes sur le plan agricole. L'agriculture est aussi érigée en priorité pour le gouvernement guinéen en vue de son rôle important dans la création d'emplois. C'est d'ailleurs le secteur qui emploie le plus de Guinéens, plus de 60% de la population qui travaille et 71% de femmes. Cependant, malgré cette priorisation du secteur, on compte des investissements assez limités dans le secteur. Et en effet, les raisons sont entre autres des difficultés en termes d'attractivité du pays sur le plan du climat des affaires de manière transversale, mais aussi dans le secteur de l'agribusiness, et aussi également des infrastructures limitées dans le secteur. Donc le groupe de la Banque mondiale, à travers la Société financière internationale, qui est la branche du groupe qui s'occupe du secteur privé, mais avec la Banque mondiale elle-même, ont mis en place un plan d'action qui a pour objectif de promouvoir l'agriculture commerciale en Guinée et qui a débouché en fait à la création d'un portefeuille de projets de plus de 300 millions de dollars en Guinée dans le secteur agricole lui seul. Donc dans ce cadre, la Société financière internationale a mis en place un projet d'amélioration du climat des affaires dans le secteur qui a pour objectif d'éliminer donc les barrières préidentifiées à travers les études qui ont été faites par la SFI elle-même, avec la Banque mondiale, mais aussi d'autres partenaires, les barrières identifiées comme vraiment prioritaires pour rendre le pays attractif dans le secteur. Donc dans ce cadre, ce projet de la SFI a 3 composantes. Donc la première, c'est l'identification des réformes prioritaires, justement. M. Diallo a parlé d'un secteur qui est important, donc celui foncier. La sécurisation des terres est donc importante pour les investisseurs parce que si on veut investir des millions de dollars ou même moins, on a besoin de savoir que son investissement est sécurisé, que la terre dans laquelle on investit ne sera pas dans quelques mois ou dans quelques années reprise ou sera sujette de problèmes fonciers. Donc dans ce cadre, le projet appuie la mise en place du guichet du foncier, donc qui est un guichet qui va permettre d'avoir un pilote à Conakry et ensuite dans les zones rurales. Exactement. Donc ce projet fait partie de la composante première du projet d'amélioration du climat des affaires dans le secteur agribusiness de la SFI. Donc le guichet unique a pour objectif de simplifier et rendre plus transparentes les procédures d'obtention des permis de construire, mais aussi des titres fonciers. Donc sécuriser un peu le domaine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, cette semaine, on a validé le manuel d'opération du guichet unique dans sa composante permis de construire. Et on compte avancer rapidement vers la mise en place de cette composante, suivie, on espère, de celle foncière également. Le projet appuie également le gouvernement dans la mise en place de politiques commerciales stables, parce que les investisseurs cherchent la stabilité. Et justement, on a remarqué que dans les années précédentes, on a eu des politiques commerciales parfois qui avaient des changements soudains, notamment des bans en exportation ou encore des importations subventionnées qui rendaient un peu les industries locales dans le secteur parfois pas compétitives. On a également le problème judiciaire, donc notamment la justice commerciale, qui fait que même quand un investisseur a un problème avec un autre interlocuteur, c'est pas toujours facile d'avoir un jugement, une décision de justice transparente et rapide. Donc dans ce cadre-là, la SFI a appuyé la mise en place du tribunal de commerce de Conakry, donc qu'elle continue de renforcer, et est en train de travailler sur la mise en place de la Cour d'appel du commerce également, qui va permettre de réguler de manière plus transparente, plus rapide ces décisions commerciales, ces jugements commerciaux dans le futur. À titre d'exemple, par exemple, avant le tribunal de commerce, il prenait 311 jours pour avoir une décision de justice en moyenne en Guinée. Le tribunal de commerce, c'est à 90 jours. Donc ça fait vraiment des améliorations qu'on espère continuer à appuyer. Peut-être rapidement, d'autres barrières importantes sont le manque d'infrastructures dans le secteur, notamment les infrastructures routières, donc de transport, mais également les infrastructures de conservation. Ce qui fait que beaucoup de la production agricole, et dans la région de Kindia, mais aussi dans d'autres, pourrissent parfois.
Et avec le manque de transformation, on a beaucoup de pertes qui auraient pu être évitées. Donc voilà un peu quelques défis importants auxquels font face les investisseurs quand ils cherchent à venir dans le secteur agricole en Guinée. Vous continuez de travailler à aider le gouvernement à améliorer ces aspects-là, ces choses, à relever ces défis. Exactement. Donc le plan d'action Banque mondiale et ASFI, c'est vraiment un plan d'action, c'est quasiment une des fois où les deux institutions sont venues ensemble pour vraiment tacler le problème, parce que c'est un problème qui est transversal et complexe. Donc ce n'est pas juste un problème linéaire. On a ces réformes du climat des affaires, il faut aussi améliorer la productivité. Donc ce que la Banque mondiale fait à travers le PADEG, qui d'ailleurs a fait un discours d'entrée, mais aussi à travers d'autres projets dans ce portefeuille de 300 millions qui vont améliorer le climat des affaires, la productivité et les infrastructures à disposition dans le secteur. J'allais vous demander, est-ce que vous avez des partenariats qui sont créés dans les zones rurales ou c'est juste via le gouvernement? Non, justement, la manière dont les projets marchent, donc la SFI a deux types de projets, les projets d'investissement et les projets d'amélioration du climat des affaires, d'assistance technique au gouvernement ou au secteur privé. Dans le cadre des projets d'investissement, par exemple, la SFI a investi 25 millions de dollars dans une entreprise de transformation de farine il y a quelques mois, par exemple. Et dans ces cas-là, elle interagit directement avec les entrepreneurs locaux et les supporte. Dans le cadre des services conseils, pour tout ce qui est réforme administrative, la SFI appuie le gouvernement, mais également elle forme, renforce les capacités des PME locales et les aide en fait à parfois préparer des projets bancables, comme dans le cas du projet dont j'ai parlé, du climat des affaires, où la troisième composante concerne la préparation de projets agricoles bancables. Parce qu'on parle d'investissement, d'attirer les investisseurs, mais souvent il y a un manque de projets bancables. Et ensuite, la dernière composante du projet, c'est travailler avec l'APIC notamment, à améliorer les capacités du pays, à avoir l'information qu'il faut, à pouvoir se vendre, promouvoir les investisseurs, les investissements en Guinée, mais une fois qu'on les attire aussi, les faciliter et les retenir. Chose qui est un peu difficile aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Mariama. Vous savez, on parle d'agriculture et on dispose quand même d'un potentiel pour générer des emplois. Et là, je m'adresse un peu à tous nos panélistes. Mais malgré ce potentiel, il y a quand même un taux de chômage important au niveau de notre jeunesse. Pour ceux qui sont sur le terrain, M. Tounkara et M. Diallo, enfin, qui sont sur le terrain, hein. C'est-à-dire qu'ils sont dans les champs. Mais quels sont les défis que auxquels vous êtes confrontés? On dit qu'il n'y a pas de travail, on dit qu'il n'y a pas d'emploi. Mais l'agriculture est là pour nous aider à développer l'économie, à développer le pays. Je parle de façon générale. Mais pourquoi est-ce que vous n'engagez pas les gens? Pourquoi est-ce que vous créez de l'emploi? Vous ne créez pas? Est-ce que c'est un problème de travailleurs qualifiés? Est-ce que vous pouvez nous parler et faire la relation avec le chômage, le taux de chômage, et peut-être les défis que vous rencontrez face au recrutement? Je sais que vous comptez créer 500 emplois directs et 1000 de façon indirecte, mais il y a quand même des défis. Peut-être vous qui êtes déjà devant depuis presque 2 ans. Peut-être nous parler de ces défis et ensuite passer la parole à M. Tounkara. Écoutez, je pense que 60% des emplois qu'on peut créer se trouvent dans le domaine rural, dans le domaine de l'agriculture. 60%. Se trouve dans le domaine agricole. Maintenant, le problème, c'est que il y a souvent pas d'attractivité. Je pense que c'est le secrétaire général du ministère du Commerce qui disait qu'en fait, vous êtes à 10 000, entre 10 000 et 25 000 francs jour, plus le repas pour une manœuvre agricole. Nous, on a toutes les... Moi, principalement, là où se trouve l'exploitation, on a toutes les difficultés pour recruter. Parce que ça n'intéresse pas les jeunes. Ou ils viennent, ils travaillent pour 1 journée, 2 journées, et ensuite ils disparaissent. Et après, quand ils ont un besoin urgent de liquidité, ils reviennent pour travailler 1 journée et 2 journées. Mais comment expliquer ce manque de motivation? Peut-être d'abord, c'est peut-être d'abord ce qui est payé. C'est d'abord ça. C'est-à-dire que les salaires dans le domaine agricole ne sont pas assez attractifs. Et ils ne peuvent pas être assez attractifs parce qu'on est sur de très petites surfaces. Donc, ça fait que si vous devez payer quelqu'un au-delà de ce que vous pouvez, c'est-à-dire si vous augmentez vos coûts, notamment vos coûts de main-d'œuvre, alors que vous n'avez pas la capacité de produire en grande quantité,
vous tuez. Donc on ne peut pas payer beaucoup plus que ce qu'il y a. Donc si on veut rendre les emplois agricoles attractifs, il faut d'abord que ces salaires-là soient intéressants. La deuxième chose, c'est que peu d'entreprises agricoles aujourd'hui peuvent offrir une sécurité sociale à ces employés-là. Peuvent offrir la sécurité sanitaire à ces employés-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certains vont travailler dans les mines, vont travailler ailleurs? C'est parce que les emplois sont attractifs et les salaires sont assez élevés. Donc, faisons en sorte d'abord que ces emplois-là soient assez intéressants, qu'il y ait des salaires attractifs. Mais comment on le fait? Il y a tout un débat. Ma prochaine question, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on rend ces emplois-là plus attractifs? Bon, je pense qu'on a vu depuis la relance de la filière ananas qu'il y a une énorme augmentation de la superficie emblavée. Je pense que l'année passée, la FEPAF avait fait des estimations. Aujourd'hui, on a commencé en 2016 à 350 hectares. Et aujourd'hui, on a 550 hectares. Et ça, c'est un emploi direct par hectare et 3 indirects. Donc, on a créé beaucoup d'emplois. On a vu à travers des exemples des interventions du USAID qu'il faut changer la manière dont les jeunes voient l'agriculture. Il faut surtout professionnaliser l'agriculture. Un jeune ne va pas s'investir dans l'agriculture s'il ne va pas un avenir là-dedans. S'il ne peut pas construire une maison, avoir un véhicule. Il veut une perspective. Donc, il faut changer des petites parcelles. Il veut une perspective. Voilà. En effet, oui. Voilà. On veut tous des perspectives, ça c'est vrai. Peu importe le secteur d'activité. J'aimerais, avant de passer la parole au public pour des questions, M. Kaloko souhaitait... Non, je voulais aborder dans le même sens. Ce matin encore, on discutait là-dessus. Je pense que ce qui freine la jeunesse guinéenne à s'investir dans l'agriculture, c'est qu'ils n'ont pas un modèle de réussite. C'est ça le gros problème. Le grand-père, le père se sont investis dans l'agriculture, mais n'ont fait que survivre. Et donc, il se dit, pourquoi je dois aller dans l'agriculture? Si mes grands-parents et mes parents se sont investis de façon très dure, parce que c'est les moyens de transformation, c'était manuel. Il se dit, non, je préfère aller, comme mes petits frères de Séguirine le font, que j'aille dans une mine d'or. La Providence me permettra en un seul coup de gagner des millions, donc je me construis ma maison et j'ai un avenir que je peux m'offrir. Donc il faut dans l'appréhension là, il faut que cette dynamique soit cassée par les efforts de tout le monde, afin que la jeunesse guinéenne puisse aller trouver l'agriculture attractive. Voilà. Si je peux? Ouais. Allô? 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 Oui. C'est bon? Allô? Voilà. Eh bien, moi, sur ce volet, j'aimerais mettre un accent particulier sur le cadre de l'emploi. C'est-à-dire, chez nous, nous avons mis un accent particulier sur... Je viens de vous dire tout à l'heure que dans nos prévisions, nous envisageons engager 500 emplois directs et 1000 emplois indirects à travers des coopératives. La preuve en est que la majorité... disons de notre équipe de gestion est composée que de femmes et de jeunes, si vous comprenez. Mais la problématique auquel nous sommes confrontés actuellement, c'est un problème de formation au niveau de la main-d'œuvre locale, surtout au niveau de la main-d'œuvre locale. Nous sommes résolument prêts à engager un grand nombre de femmes, n'est-ce pas, qui vont nous servir dans le cadre de la transformation de tous nos produits agricoles que nous aurons, n'est-ce pas, l'honneur de recevoir dans notre unité industrielle, mais nous serons confrontés ici à un problème de formation parce que la plupart des femmes que nous utilisons aujourd'hui ne sont pas totalement imprégnées de tout ce qui est bonne pratique d'hygiène et tout ce qui est autour, n'est-ce pas, du contrôle qualité. Nous avons ce sérieux problème-là. Donc moi, je pense que dans un premier temps, il faut mettre un accent particulier sur le volet formation. Cela pourra bien évidemment résoudre le problème lié à ce volet. Oui, bon, j'abondais dans le même sens, la formation. Je pense qu'il y a un effort à faire en termes de professionnalisation des métiers techniques, notamment agro.
ceux qui sont liés à l'agriculture. Traditionnellement, les gens font de l'ingénierie, ingénieur agronome. Cependant, il y a plusieurs niveaux de formation professionnalisantes qui peuvent être promues. Donc, il faudrait vraiment, au niveau de l'enseignement technique, y penser. Ensuite, ça revient à la même chose. La plupart des entreprises agricoles sont pas vraiment des agricultures commerciales. Donc, c'est des agricultures de type extensif. Ce qui fait aussi que ce n'est pas forcément des grosses machines qui peuvent employer et payer des marchés qui sont importants. Cela parce que l'environnement aujourd'hui des affaires rend difficile même ces gros investissements à cause des problèmes fonciers, à cause du manque d'infrastructures qui fait que c'est très difficile de produire et commercialiser et se faire vraiment une marge commerciale importante qui nous permette d'employer beaucoup de personnes. Les défis sont énormes. Je crois qu'il nous faut garder espoir, il nous faut nous encourager. La chaîne est énorme. Il y a tellement de choses à faire et chaque acteur a sa part de responsabilité. J'aimerais que l'on puisse rapidement passer le micro au public pour les questions et peut-être, s'il vous plaît, éviter les commentaires. Nous avons 20 minutes pour prendre des questions et permettre à nos intervenants de répondre. Si vous avez une question, simplement levez la main, le micro ira vers vous. Vous présentez votre nom, prénom et juste posez votre question, s'il vous plaît. Ok. Par là, alors, nous avons une première, nous avons deux questions ici. Okay. Juste apportez le micro, s'il vous plaît. Monsieur. Bonjour, monsieur. Juste vous présenter et poser votre question. Si vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous voir. Merci bien. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Gallo Alpha Mamadou, jeune entrepreneur. Pour celui qui veut créer une entreprise, est-ce que qu'est-ce que vous avez à dire à l'intéressé, celui qui est débutant dans la création d'une entreprise agricole? Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne dès l'instant même? Pour quelqu'un qui est débutant oui, dans le secteur agricole. Dans le secteur agricole. Merci beaucoup. Celui qui veut créer une entreprise agricole. Une entreprise destinée à la production, à la distribution et à la commercialisation. Parfait. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question avant de répondre. Il y avait une deuxième question de ce côté. Ok, merci Madame Sako. Je me nomme Keita Damou. Je revends les produits intra-agricoles dans la région de Kindia. Donc je suis très proche des paysans qui sont à la campagne. J'aimerais en faire aussi faire un ananas. Est-ce que vous avez, ils ont des terres propices pour nous les jeunes entrepreneurs qui veulent s'engager, comme on appelle, à la production de l'ananas ici à Kindia? Je vous remercie. Je vous remercie. D'accord, on va prendre une question de ce côté et on va passer ensuite vers mon côté gauche. Derrière complètement, monsieur. Merci, bonjour. Je me nomme Souma Lassana, jeune entrepreneur. En fait, j'ai une question pour M. Bosman. J'aimerais savoir, faut-il s'organiser en coopérative pour pouvoir bénéficier réellement d'un financement au niveau d'Annabel? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est pour M. Tunkara. Vu la création d'une unité industrielle à Kindia et la capacité de production journalière est de 10 tonnes par jour. Mais, voyons sur le terrain, on sait réellement que la culture d'ananas ou des fruits à Kindia, on ne peut pas avoir 10 tonnes. Est-ce que réellement ils ont une politique pour pouvoir aider les jeunes, pour réellement alimenter les jeunes afin qu'ils puissent avoir les 10 tonnes par jour? Merci beaucoup, M. Souma. Très bonne question. Juste nous permettre de répondre à ces 4 questions. Il y a la question concernant... la question qu'on nous a demandé quoi faire pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Il y a aussi une question posée par M. Keita qui demande s'il y a des terres disponibles pour l'ananas, pour les jeunes qui veulent faire cela. Et M. Souma a posé 2 questions, une à M. Bosman et une autre à M. Tunkara.
On voit qu'il a pris des notes, qu'il a écouté et qu'il connaît bien la région de Kindia. Il veut savoir s'il faut se mettre en coopérative pour bénéficier d'assistance de Enabel. Et également, M. Tunkara, il veut savoir concrètement est-ce que vous avez la capacité de produire le nombre de tonnes annoncées. C'est bien cela, hein? D'accord. Donc, M. Diallo, peut-être, concernant le conseil, quoi faire? Alors, quoi faire? La première chose, c'est d'abord de garantir le foncier. C'est vrai, on va paraître redondant, mais on ne peut pas faire d'agriculture s'il n'y a pas de terre. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de développer des innovations pour faire de l'agriculture hors sol et trucs, mais même ça, ce hors sol là, vous mettez les serres sur de la terre, il faut sur un terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, réfléchissez à votre modèle juridique. Quel est le modèle juridique le plus adapté à ce que vous voulez faire? Parce que ce que les gens oublient quand ils créent une entreprise, c'est que le modèle juridique va définir la vie de votre entreprise maintenant et après. Donc, réfléchissez à votre modèle juridique. Quels sont les avantages? On parlait du code des investissements tout de suite. Il y a des avantages, selon la forme juridique de l'entreprise, il y a des avantages fiscaux et qui peuvent vous permettre d'amoindrir les coûts. Parce que si déjà, dès la première année, vous devez payer des impôts, vous êtes une entité juridique, une organisation qui est soumise à des impôts, je peux vous assurer que vous n'allez pas vous en sortir très rapidement. Donc déjà, réfléchissez quel est le modèle juridique le plus adapté à ce que vous voulez faire. Et ensuite, la troisième chose, comme j'aime dire aux gens, être entrepreneur, ce n'est pas savoir faire un business plan. Il y a des spécialistes pour ça. Et je pense que c'est qu'on vend aux gens, les formations en business plan, franchement, c'est pas ça être entrepreneur. Il y a une capacité de résilience que vous devez développer. Parce que quand vous êtes dans l'agriculture, vous allez vous buter à des difficultés. Et si vous n'avez pas la force de tomber et de vous relever, ce n'est pas possible. Vous allez abandonner dès la première chose. Je voulais ici rappeler une chose. On a un jeune agriculteur, un porteur de projet, qui a perdu des actifs sur 32 hectares dans la Cardier. Je pense que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux. Un actif de 32 hectares dans la Cardier, ça s'évalue à plusieurs milliards. Aujourd'hui, c'est 10 ans de travail qu'il a perdu en une seule journée à cause d'un feu qui a été provoqué. Donc, ce jeune-là, il n'a pas d'assurance pour pouvoir redémarrer. Je ne sais pas s'il a assez de trésorerie aujourd'hui pour pouvoir se relever, mais ce que je sais, c'est qu'il a une capacité de résilience et je suis certain qu'il trouvera les moyens de se relever. Donc si vous n'avez pas de capacité de résilience, ne vous lancez pas dans le domaine agricole, surtout avec tous les problèmes que connaît ce pays-là. Merci, M. Diallo. J'espère que ça répond à votre question. Alors, concernant les terres, la nana, je ne sais pas qui veut en parler, qui veut répondre à cela. Est-ce qu'il y a des terres disponibles pour les jeunes? Est-ce que Mariama veut? Peut-être. Tout le monde? Oui. Peut-être, bon, c'est une question à Mariama. Dans quel délai? Nous, on a fait un atelier l'année passée pour voir est-ce qu'on doit travailler sur les questions du foncier. Et on a eu ce qui est sorti, ça va être long. Donc c'est un long trajet et on est juste là pour 4 ou 5 ans. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire? Donc, on a trouvé une formule pratique de travailler à travers des coopératives qui peuvent aller demander la mise à disposition pour 20 ans, 25 ans des terres. Et ça a marché comme ça avec la FEPA. Maintenant, s'il y a perspective d'avoir à travers un code foncier, un guichet foncier, rapidement des lopins de terre, des parcelles, ça sera bien, mais peut-être à Mariama de dire quelque chose. Je voulais juste venir, je viens déjà oui. Si on veut si on veut investir dans l'agriculture, oui, investir comment? Il y a plusieurs choses. Un plan d'affaires, c'est une chose, mais comme on vient d'écouter, il y a beaucoup de choses qu'on doit montrer. Il faut dans tous les cas montrer que vous êtes capable de faire, parce qu'on est dans une logique d'entrepreneuriat. C'est pas seulement dire, moi je vais à la banque et je demande l'argent pour que je puisse investir. Il y a beaucoup d'éléments. Est-ce que vous avez déjà fait une expérience? Une bonne expérience, par exemple, était
qu'on a vu avec les jeunes de l'avenir. Les jeunes d'avenir qui étaient issus d'une formation, un stage auprès des producteurs déjà actifs. Et ça a été c'était des très bonnes combinaisons. Quelqu'un qui a déjà un certain âge, qui ne maîtrise pas les nouvelles technologies, avec un jeune qui maîtrise, qui sait bien suivre. Et à travers ce type de, comme on dit, de mentoring, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ont trouvé le goût et aussi la possibilité de continuer. Si vous pouvez montrer que vous êtes déjà actif, c'est beaucoup plus facile. C'est même pas seulement une question d'un plan d'affaires bancable, c'est surtout tout ce qui est autour qui joue. Hein? Donc, voilà. Alors rapidement, Mariama, pour nous permettre de prendre au moins 3 autres questions avant de clôturer cette plénière. Ok, donc d'abord, je vais continuer peut-être sur le conseil aux jeunes entrepreneurs. Donc je pense que ce qui est important, on parle de plan d'affaires, mais peut-être même si ce n'est pas élaboré, de déjà calculer en fonction des fonds qu'on a. Si on n'a pas les fonds, comment les avoir pour qu'on puisse commencer quelque chose. C'est déjà la première des choses. Ensuite, il faut s'approcher des personnes qui ont fait la même chose. Ça ne sert à rien de reprendre la roue. Si quelqu'un déjà a fait ce genre d'entreprise, il faut s'approcher de lui, chercher des conseils, donc participer à ce genre d'événements. Ensuite, le groupe de la Banque mondiale, mais aussi Enabel, Integra et d'autres partenaires font des appels à candidature souvent pour des financements de plans d'affaires, de jeunes pousses, donc inclus le SADEN aussi d'ailleurs. Donc il faut préparer bien son plan d'action, c'est-à-dire ce qu'on veut faire et ce qu'on veut réaliser, et ensuite rester vraiment au courant, se renseigner. On a aussi l'Internet aujourd'hui qui nous permet d'aller voir les meilleures pratiques d'ailleurs, pas que de la Guinée d'ailleurs, d'autres entrepreneurs, et d'apprendre. Et je pense que ça, c'est très important pour s'assurer qu'on puisse savoir de quoi on parle. Et si on n'est pas formé dans l'agronomie, au moins d'apprendre les petits conseils qu'il faut pour réussir. Ensuite, concernant la terre, rapidement, donc dans le cadre de nos projets, on appuie le gouvernement à irriguer plus de terres. Donc, dans le cadre du PADEG, on parle de 3000 hectares qui vont être irrigués. Donc, c'est des opportunités qui s'offrent. Mais aussi, dans le cadre de la SFI et du travail qu'elle fait, un des éléments sur lesquels on va travailler avec le gouvernement, c'est répertorier les terres donc, du gouvernement qui sont disponibles. Ça a déjà été fait de manière ponctuelle, mais pouvoir trouver un mécanisme qui permet à l'instant T, quelqu'un comme celui qui a posé la question, d'aller un peu sur un système et voir où sont les disponibilités dans ma région, dans ma ville, et de pouvoir postuler pour les avoir. Concernant la question de la coopérative, est-ce qu'il faut se mettre en coopérative pour bénéficier d'un accompagnement Enabel? Non, on n'a pas besoin de se mettre en coopérative. L'idée, on veut mettre en place d'ici le mois de juillet un système d'accès au financement, mais ça sera sur base d'un plan d'affaires. Et ce sera des institutions de finances, des IMF, qui vont décider si le plan d'affaires est convaincant. Et là-dedans, on joue beaucoup de choses, pas seulement ce que vous avez, mais ce que vous montrez aussi. Donc, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est sûr que si vous êtes dans une coopérative et que vous pouvez avoir comment dire, la coopérative peut vous servir comme garantie, c'est plus facile de faire passer votre plan d'affaires, c'est clair. Merci. Oui. En fait, je voulais rebondir là-dessus. Micro. Nous, dans le cadre de NTF4 est un projet de développement de la filière cacao dans la Guinée forestière, qui est financé par le CBA, le Fonds d'affectation spéciale des Pays-Bas, et mis en œuvre par l'ITC. Donc, dans le cadre de ce projet, nous conseillons aux producteurs, aux entrepreneurs de se mettre en coopérative, parce que c'est plus facile de conjuguer les efforts pour atteindre un objectif, et c'est plus facile d'absorber les efforts que l'État met à la disposition des coopératives ou des PME. Donc, moi, disons, c'est 50-50. C'est selon les orientations que les institutions ont, mais nous, c'est ce modèle disons, que nous voulons pour que notre aide soit beaucoup plus conséquente. Merci beaucoup, M. Oui, aussi, j'aimerais... Oui, non, j'aimerais renchérir par rapport à ce que M. Kallo vient de dire. Par contre, nous n'avons pas encore... Ok, d'accord, je réponds alors à ma question. Okay. J'aimerais mettre un accent particulier sur le fait que l'usine Tropico va spécialement mettre un accent particulier sur la mangue
Et en ce qui concerne principalement l'ananas, je pense que ce que le monsieur vient d'évoquer, c'est un réel problème parce que cela d'ailleurs fait partie des contraintes liées à la transformation, n'est-ce pas, surtout de l'ananas, ce qui a fait d'ailleurs l'objet d'une étude hier lors de l'atelier concernant la relance de la filière ananas. Donc nous avons évoqué ce problème au niveau des contraintes, notamment le problème lié, n'est-ce pas, concernant l'approvisionnement, n'est-ce pas, de toutes les unités industrielles, y compris notre unité industrielle qui sont déjà installées dans la région spéciale de Kindia. Mais moi, je pense qu'avec l'initiative Refila, plus, n'est-ce pas, notre propre initiative, c'est-à-dire l'implantation de l'unité industrielle dans la zone spéciale de Kindia, cela va donner, n'est-ce pas, un engouement très spécial dans la zone, n'est-ce pas, des producteurs agricoles de Kindia, afin que la production puisse augmenter, pour ne pas que nous soyons en rupture, afin que la demande puisse être directement répondue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le micro par ici, s'il vous plaît. Nous allons prendre 2 dernières questions avant de clôturer cette plénière. Excusez-moi, on va donner la chance à la demoiselle. Aucune dame n'a posé de questions. Vous savez que c'est comme... Ah, d'accord, voilà. Bonjour. Juste vous lever, s'il vous plaît, vous présenter, madame. Merci. Bonjour, je suis Fanta Donzo Kandé, jeune entrepreneur. Nous évoluons aussi dans la transformation. Mais il y a une première question qui a déjà été répondue, tant mieux. Ma question principale est de savoir quand les produits sont transformés ici en Guinée. Il y en a qui sont consommés ici sur place, mais il y a d'autres qu'on n'arrive pas à consommer en quantité en Guinée. Comment faire pour essayer d'avoir la possibilité d'avoir le marché à l'international pour essayer de vendre les produits? Merci. Une deuxième question? Deuxième et dernière? On va donner la chance à madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Adjam Balou. D'accord, vous avez une voix forte. Merci, non, Adjam. ça fait plaisir. Je m'appelle Adjam Balou, je suis productrice et en même temps, je m'occupe du conditionnement au ministère de l'Agriculture. Alors, je voulais faire une contribution par rapport au foncier, parce que nous avons eu l'exemple des jeunes à venir. J'ai été mentor. Mais deuxièmement, nous avons aussi exploré le fait de convaincre les familles de libérer des terres. Il y a des terres en Guinée. Dans toutes les familles, en milieu rural, il y a des terres. Mais les adultes, ils préfèrent vendre les terres que de donner à leurs enfants. Parce que moi, je crois que c'est une, quand même, opportunité pour inciter les parents à libérer des terres en faveur de leurs enfants. Parce que le premier bailleur ou la première personne qui doit accompagner un entrepreneur, c'est sa famille. Dans ce cas, nous avons fait l'exemple, on a vu dans certaines familles où ils ont accepté de libérer une partie parce qu'ils sont rassurés que les jeunes vont rester sur ces terres. Parce que les parents, au départ, ils se disent que les jeunes n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de projet qui peut leur rapporter de l'argent. Mais les jeunes à venir sont aujourd'hui un modèle ils forment leurs parents et ils s'installent sur les terres de leurs parents. C'est cette contribution que je voulais faire. Merci beaucoup, Adja, pour cette belle contribution. Une dernière question, monsieur. Merci, la modératrice. Je voudrais intervenir dans le cadre d'une contribution pour le foncier. D'accord, on comprendra une dernière question. Merci. Monsieur Diallo disait qu'ils attendent la réforme du système foncier. Bon, je suis Bienvenu Dobo. Merci, monsieur Bienvenu. Et je suis un cadre de la GIPEX. Et je pense appartenir à un projet depuis de 2000 à 2005 où réellement on avait eu des problèmes fonciers. Mais le problème, c'est comment résoudre. Dire qu'on attend du gouvernement 3 000 hectares ou 10 000 hectares, si assez d'entrepreneurs, ce sera insuffisant. Mais il faut proposer d'autres solutions. Au niveau de ce projet, on avait ce qu'on appelle les mécanismes de contrat foncier. Autrement dit, les ententes foncières. Vous allez vers un propriétaire de terre. Vous lui demandez, qu'est-ce que vous voulez réellement? Je voudrais avoir la terre. Mais il faut se couvrir. L'investissement qui est là, il faut que vous soyez protégé. Parce que vous allez bonifier une terre, en 2 ans ou 3 ans, on sent que ça donne bien l'engrais, mais on dit qu'il faut quitter. Ça n'encourage pas dans l'investissement. Dans ces conditions, on a initié ce qu'on appelle les ententes foncières. Il y a l'entente de prêt. C'est vous qui savez ce que vous investissez sur la terre. Si le propriétaire dit, vous pouvez rester là durant 5 ans et vous savez ça peut vous convenir, vous établissez un contrat. Ça, c'est l'entente de prêt. Il y en a pour le métayage.
le META est un système de contrat foncier où vraiment le propriétaire des terres et celui qui loue se partagent les produits de la récolte, mais en fonction des proportions fixées par le contrat. Il y a le fermage. Le fermage est un système de contrat foncier dans lequel non seulement celui qui utilise la terre paye de l'argent pour louer la terre, mais il donne aussi une partie pour ça. Et on était au Fouta, j'étais le coordonnateur des services financiers au compte de l'USAID. On en a initié, il y avait moins de problèmes parce que le Fouta est très peuplé et le problème qui concerne les conflits fonciers sont très récurrents. Donc, on a initié cette formation dans beaucoup de coins où le projet de gestion de ressources naturelles s'initiait. Et l'impact était très remarquable à la fin du projet. Donc, dire qu'on entend du gouvernement des réformes, à ma connaissance, j'aurais souhaité que vous bénéficiez de certaines personnes de ressources, les mécanismes de contrat foncier et les types d'entente foncière qu'il faut. Avant, c'est le gouvernement, mais aussi c'est les communautés à qui reviennent les fonciers. Il faut négocier avec les... Merci M. Bervouki. Une dernière question et nous allons clôturer. Merci beaucoup. Nous prendrons des questions plus tard au courant de la journée, s'il vous plaît. Merci. Allez. Merci madame. Mon nom est Keita Pati, cofondateur du cabinet Cake Business Consulting Communication qui est basé au Sénégal et en Guinée et en même temps chargé de la communication et management de la coopérative PZDD, Partenariat des Jeunes pour le Développement Durable, qui est la victime de l'incendie du 17 et du 20 janvier 2020. Alors, j'ai une question et une recommandation. La question, est-ce qu'il existe une compagnie d'assurance d'entreprises agricoles en Guinée? S'il en existe, quelle est la procédure pour y intégrer? La recommandation aux organisateurs du SADEN, c'est que SADEN a aujourd'hui une opportunité pour permettre aux jeunes d'appréhender le concept de l'entrepreneuriat agricole. Et nous sommes conscients que plusieurs jeunes veulent aujourd'hui entreprendre dans le secteur agricole, mais qui ne sont pas tous des ingénieurs ou des sortants de filières agricoles. Quelle est la procédure aujourd'hui mise en place pour accompagner ces jeunes? Et je pense que le SADEN est une opportunité avec cette tournée régionale en essayant d'accompagner les jeunes à bénéficier des formations sur les techniques agricoles. Et pour cela, je pense que ça pourrait aider, il ne serait-ce que dans chaque région, de former 20 jeunes ou 25 jeunes sur les techniques culturelles qui pourront par après partager ces connaissances-là avec les autres jeunes qui veulent s'y lancer. Je pense que ça aiderait. Et si le besoin est là, nous pourrons vous en assister. Merci beaucoup. Nous avons eu deux questions, je crois. Une question. Deux. Donc, concernant la question... Ah oui, deux. Je m'excuse. Deux. Concernant comment exporter à l'international ce qui est transformé en Guinée. Et la deuxième chose, je suppose que cette question-là est pour vous, M. Kaloko. Et la deuxième question concernant l'assurance. Je ne sais pas si Mariama et M. Diagne veulent rebondir dessus. M. Kaloko, allez-y pour madame, s'il vous plaît. Madame Kandé, c'est le mandat de la GIPEX d'accompagner les PME et PMU à l'export. Donc, vous avez des produits, comme vous l'avez dit, vous avez des produits que vous transformez, qui sont d'une partie consommés ici, sur le marché national, et l'autre partie, vous voulez vous exporter. Donc, ce que nous mettons en place comme accompagnement, et ce qu'on a fait l'année passée, c'était de faire, disons, la cartographie des PME qui veulent exporter. Cette cartographie nous a permis de faire une classification des entreprises en fonction des critères que nous avons définis. Et donc, cette catégorisation nous a permis d'identifier un certain nombre d'entreprises. Nous avons les entreprises qui ont déjà le know-how pour s'exporter et qui ont les moyens à leur sein pour exporter le produit qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin principalement ou fondamentalement de notre aide. Mais nous avons des exportateurs occasionnels, les exportateurs primo. Et je considère que vous êtes exportatrice primo. Donc, ce que nous faisons, nous essayons de vous amener à
disons, à vous donner à renforcer votre capacité en étiquetage, en emballage, et aussi, qui dit emballage, même si j'adore bien disons, une citation d'Elhadji Omar Tall, que l'enveloppe ne ternit point la qualité de son contenu, mais quand il s'agit des produits alimentaires, il est fondamental que, oui, que l'emballage soit joli, mais il faut que le contenu respecte les normes des marchés sur lesquels vous voulez vous exporter. Donc l'Agipex est là, il vous accompagne, elle vous accompagne dans cette démarche, elle vous appuie si le produit que vous proposez a vraiment de la valeur, et elle vous accompagne sur les marchés et permet votre mise en relation avec des investisseurs étrangers. Donc, et elle aide aussi à la certification. Quand je dis certification, ce n'est pas les certifications, disons, internationales, mais nous avons un service au sein du ministère du Commerce, qui est l'Office national de contrôle de qualité, qui travaille en concomitance avec l'IGNM, qui a le mandat de définir les normes qu'il faut pour chaque produit. Donc, eux, ils ont le know-how pour savoir est-ce que le produit que vous voulez exporter est vraiment exportable, répond aux normes nationales et aussi aux normes internationales. Donc, une fois que eux, ils donnent leur cutus, nous, maintenant, la machinerie se met en place pour que votre produit soit exporté. Mais je vous conseillerais, si vous voulez, après, on peut avoir un petit entretien et je vous passerai mes contacts pour que vous puissiez nous contacter afin que nous puissions vous aider. Merci. Et c'est ce que nous encourageons aussi. Nous encourageons que vous alliez au-delà du marché guinéen. Parce que c'est là qu'il y a plus à gagner. C'est vrai qu'il faut nourrir d'abord la population nationale, mais j'espère que nous irons au-delà et pour que vous ayez que ça crée plus de plus-value. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'Agipex. Alors la dernière question concernant, est-ce que nous avons une compagnie d'assurance pour agricole, compagnie d'assurance agricole? Alors, je ne vais pas faire de publicité. Il y a une compagnie qui dit qu'elle veut assurer les agriculteurs, en fait d'ailleurs la promotion. Maintenant, après, vous savez, la compagnie d'assurance, elle mise sur les risques. Est-ce que les risques sont assez... est-ce que les risques, elle peut gérer... Les risques ne sont pas énormes parce qu'elle garantit un gros risque. Et en matière d'agriculture, vous avez le gros risque. Aujourd'hui, si les anacardiers du PJDD étaient assurés, je peux vous dire que l'assurance aurait payé un gros chèque au PJDD. Donc, je ne crois... Il y a des... Peut-être qu'il faut vous approcher de l'Anala Assurance. Bon, je suis obligé de dire le nom. L'Anala Assurance, puisque dans les tracts qu'il distribue, il parle d'assurance agricole. Mais en réalité, je ne connais pas de compagnie d'assurance qui assure réellement le secteur agricole. Juste rapidement, à ma connaissance, il n'y a pas d'entreprise d'assurance dédiée donc à l'assurance agricole. Jusque-là, je sais que la Banque centrale, il y a 6 mois, travaillait sur un projet de loi pour promouvoir la création d'une telle structure. Cependant, comme il dit, il y a des assurances qui assurent plusieurs secteurs, inclus l'agriculture. Mais est-ce que c'est des produits dédiés? Je n'en suis pas sûre. Parfait. Merci beaucoup. Je rappelle que cette plénière avait pour thème l'agriculture, un levier de développement économique pour la Guinée maritime. Je remercie nos panélistes, nos intervenants. Nous avons parlé du capital confiance pour les jeunes entrepreneurs, ce qui est très important. Nous avons parlé des problématiques du foncier, le modèle juridique qu'il faut avoir lorsque l'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, l'importance des renforcements de capacité, de la formation, la capacité de résilience pour un entrepreneur, l'importance aussi des rôles à jouer. Les gouvernants ont leur rôle à jouer, nous avons notre rôle à jouer, les partenaires, les bailleurs, même la famille. Adja l'a dit, elle s'est déplacée, ceux qui peuvent céder les terres à leurs enfants. Il faut surtout que l'on travaille ensemble, que l'on soulève les problématiques et les défis afin que l'on puisse les relever ensemble. Une chose en laquelle je crois fortement, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir. Il faut continuer de rêver, mais ensuite il faut se réveiller et travailler pour l'accomplissement de ses rêves. Et c'est ensemble que nous allons le faire.
Je vous remercie, chers panélistes, Mariama Siré Silla, Madame Diallo, qui programme manager à la SFI, Abdourahmane Diallo, il a un jumeau, donc je suis toujours entre Rahim et Man. Abdourahmane Diallo, Monsieur Tunkara, merci beaucoup. Monsieur le DGA de la GIPEX, Monsieur Mohamed Kaloko, merci. Merci beaucoup, vous êtes programme manager aussi